Bonjour et bienvenue. On se retrouve avec le docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour. La situation à l'hôpital, la situation en cabinet aussi. Il a fallu gérer les passerelles entre les deux. Et puis surtout au cabinet, est-ce qu'il y a eu une suite des patients qui avaient peur de venir, si ils avaient d'autres pathologies que le Covid, des patients chroniques qui finalement repoussaient leur rendez-vous? Ouais, de manière unanime, on a pu constater qu'il y avait une fuite de tous ces patients chroniques, de tous les patients qu'on avait l'habitude de voir régulièrement, peu importe le motif, que ce soit pour un renouvellement de redondance. On a l'impression que bizarrement, plus personne n'était malade et qu'il n'y avait plus que du Covid, plus que des suspicions de cette pathologie et qu'on ne voyait plus tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc c'est effectivement très déstabilisant. Je pense que pendant 3 semaines, voilà, on a travaillé peut-être à la moitié de la capacité de ce qu'on pouvait faire et de ce qu'on savait faire. Euh, En même temps, ça a permis de mieux se préparer, ça a permis de prendre plus de précautions, ça a permis aussi, le peu qu'on recevait, de recevoir les patients dans des bonnes conditions. On n'avait pas des salles d'attente qui étaient débordées. Donc les patients se sont aussi dans un sens un peu retrouvés, quoi. Bon, ça a duré 15 jours, l'activité a vite repris ensuite. Et même aux urgences d'ailleurs, voilà, il n'y avait plus d'infarctus, il n'y avait plus, bon, les accidents dans la voie publique, ça se comprenait largement, on était confinés, plus personne ne roulait a priori. Mais toutes les pathologies qu'on avait l'habitude de voir, que ce soit les AVC, les infarctus, les douleurs thoraciques, des patients avec des fatigues, des altérations de l'état général, des demandes de placement pour les personnes âgées, il n'y avait plus rien de tout ça. On n'avait que du Covid, on n'avait que des patients qui avaient de la température, et je pense qu'on est passé d'une centaine de passages à une quarantaine par jour, donc c'est une chute spectaculaire de l'activité. Ça veut dire aussi qu'on peut se responsabiliser finalement. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Oui, certainement, voilà, effectivement, tous ceux qui ont un peu l'habitude de consulter rapidement, je parle surtout pour les urgences, pour des motifs qui sont pas forcément urgences. Bon, pour le coup, là, la raison l'a emporté et c'est très bien. Et puis, alors après, je sais pas, est-ce que l'inquiétude de la population, l'inquiétude des gens, un peu court-circuiter les symptômes, un peu court-circuiter les pensées, est-ce qu'on est moins malade quand il se passe quelque chose de grave? Pas qu'il y a des études qui sont en cours là-dessus, donc ça sera intéressant de voir le résultat. Mais pour nous aussi, c'était déstabilisant parce du coup, on avait l'impression d'être infectiologue, quoi. Alors que pas du tout, hein, mais voilà, on avait affaire qu'à des patients qui avaient de la fièvre. On essayait d'établir un peu des protocoles pour gérer au mieux ce coronavirus, avec tout cet arsenal de matériel. Donc j'avais l'impression d'être dans un service d'infectiologie. Donc c'était bizarre comme sensation. En médecine de ville, on a entendu beaucoup de médecins aussi s'inquiéter du fait que les patients chroniques, par exemple, les diabétiques, tout ça, n'allaient plus à leur rendez-vous, ne prenaient plus de nouvelles. On a entendu beaucoup d'appels dans ce sens-là pour dire tout a été prévu pour que vous puissiez vous soigner. Les patients cancéreux, Tout par à fait. exemple. Oui, parce que le message qui avait été véhiculé au début, malgré nous, hein, c'était voilà, ne pas se rendre chez son médecin traitant si on n'a pas de température. Donc bon, après, on sait que le patient, il prend l'information qu'on lui donne, il la prend au sérieux, et on a vu effectivement qu'il avait pris au sérieux cette information. Puis après, voilà, quand on a vu que pendant 15 jours, 3 semaines, il y avait un retard sur la prise en charge de pathologie, le message a été différent et on a incité les patients surtout à se faire suivre, à continuer à se faire suivre, comme si de rien n'était. Et oui, effectivement, c'est important, parce que moi qui ai un peu cette double casquette, j'ai vu aux urgences mettre des appendicites au stade de péritonite, alors qu'effectivement, en principe, l'appendicite, on arrive à la diagnostiquer tôt, des angines au stade de phlegmon, alors qu'en principe, l'angine, on n'attend pas de plus pouvoir respirer pour consulter. Donc on a vu, effectivement, moi j'ai pu voir que le manque d'activité, le retard de consultation en cabinet entraînait effectivement, pour une pathologie qui a priori se soigne très bien au stade précoce, arriver aux urgences avec un stade qu'on n'avait plus l'habitude de voir. D'où la nécessité de délivrer la bonne information. Les agences régionales de santé qui ont tâtonné Oui. aussi dans l'information, il faut le dire, quoi. Oui, voilà, le coronavirus, c'est un sujet sensible. Comme on disait en début d'émission, on a vu qu'il y avait des informations erronées. Bon, on va pas revenir, voilà, ce qui est fait est fait. Mais voilà, les gens étaient plus que jamais attentifs. Les émissions se sont multipliées, les informations se sont multipliées, chacun a pris la parole et on voit que les gens sont finalement à l'écoute de ce qui se dit et que bon, c'était déjà pour nous, médecins, compliqué d'avoir la bonne information. Donc imaginez pour le patient, il va forcément prendre directement l'information qu'on lui donne et faire avec. Merci beaucoup, docteur Carline. Merci, à Merci, à demain. demain. Bonjour et bienvenue le rendez-vous santé du docteur Carline. Bonjour. Bonjour.
Donc cette anticipation, bien évidemment. Et puis, on l'a dit, il y a un réveil économique qui est en train de se mettre en place. Alors, on a beaucoup entendu parler évidemment de la situation par rapport à l'industrie touristique. On a pu entendre un petit peu votre sentiment là-dessus, mais on va l'approfondir aujourd'hui. Ce fameux Green Pass, cette nécessité de tester les éventuels touristes qui pourraient rentrer. L'avis du médecin, c'est que c'est quelque chose de plutôt positif? Oui, moi je suis pas militant politique. Voilà, je rentre pas dans un débat politique. C'est effectivement un avis de médecin. Ce qui est certain, c'est que on ne pourra pas faire cet été comme on fait chaque été. Voilà, il faut se rendre à l'évidence. Cette année, elle est différente des autres. Les suivantes seront certainement différentes et je pense qu'il y aura des jours effectivement meilleurs. Mais voilà, mais on peut pas nier ce qui est en train de se passer. On peut pas faire comme si de rien n'était. Donc il va falloir trouver des solutions. Comme on le disait tout à l'heure, ça s'anticipe. Voilà, on ne pourra pas se demander au mois de juillet s'il y a un rebond, s'il y a une seconde vague, s'il y a un afflux de touristes qui s'avère être positif. On ne pourra pas se demander à ce moment-là ce qu'on fait. Et puis surtout, on dira qu'on n'a pas anticipé. Donc ce sont des choses qui s'anticipent, ce sont des choses qui se travaillent. Alors le Green Pass, moi sur le papier, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, je ne sais pas si ça doit s'appeler comme ça, si ça doit s'appeler autrement. C'est certainement une proposition à affiner. Et je pense qu'il faut en discuter. Enfin, ça, je laisse ce soin à ceux dont c'est le travail de le faire. Mais voilà, peut-être de créer un groupe de travail pour le modéliser au mieux et puis pour trouver des compromis. Parce que là aussi, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pas ça ou rien. Mais je pense qu'il va falloir en tout cas faire un système de tri. Voilà. Parce que évidemment qu'on est pour le tourisme. Moi-même, j'ai un frère qui est restaurateur, donc je suis touché un peu personnellement par la situation. Je pense qu'il attend qu'une chose, c'est de pouvoir travailler. Donc moi, voilà, je n'ai rien contre tout ça. Mais voilà, on ne peut pas nier ce qui se passe, on ne peut pas nier l'évidence. Donc il faut anticiper, il faut travailler. Et puis nous, on veut surtout des garanties qu'en cas de, ça se passera bien. Il vaut mieux tester, trier les patients avant qu'ils n'arrivent en Corse plutôt que de se retrouver finalement avec un afflux de cas positifs qu'on serait obligé de mettre en quatorzaine. Il y a plein de solutions possibles. On a beaucoup admiré nos voisins européens en début de prise en charge de l'épidémie en disant que la France ne faisait pas forcément comme faisaient les autres et que c'est les autres qui faisaient bien. Et on voit que ces mêmes pays européens sont en train de prendre leurs dispositions. Je pense notamment à l'Islande, où vous faites le test, où vous êtes mis en quatorzaine. Je pense aussi à la Grèce, qui est quand même une destination touristique essentiellement l'été, qui imposera de partir en voyage avec un certificat médical qui date de moins de 72 heures. Donc voilà, l'Espagne impose aussi la quatorzaine. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pays qui sont plutôt ensoleillés et qui prennent effectivement leurs dispositions. Donc il va falloir travailler sur quelque chose, un système de tri. Bon, moi, c'est un point de vue médical. Après, si on se place point de vue voyageur, je sais que je préférerais être testé avant d'embarquer plutôt que de me dire vous partez, vous serez mis quoi qu'il arrive en quatorzaine, ou alors vous partez, on vous teste à l'arrivée, et puis si vous êtes positif, vous allez en quatorzaine. Je pense que ça va rassurer déjà les locaux, parce que j'ai l'impression, moi, de ce que je peux m'entendre dire, que la population ajaxienne elle est quand même assez inquiète de ce qui peut se passer cet été. Et puis je pense que ça va rassurer les voyageurs. Dire on monte dans l'avion, tous ceux qui sont dans l'avion, ils ont été testés au préalable, ils sont négatifs, je prends l'avion tranquillement et je passe des vacances tranquilles. Plutôt que de monter dans l'avion, de se dire allez, à l'atterrissage c'est la quatorzaine, ou à l'atterrissage c'est le test, et si c'est positif, vous êtes en quatorzaine. Je pense que, bon, à trop en vouloir, on risque un peu de se brûler les ailes. Les tests, ils sont fiables? Les tests sont fiables, la fameuse PCR que l'on fait au niveau nasopharyngé et que l'on va bientôt faire au niveau salivaire est plutôt fiable en termes de sensibilité et de spécificité. Il y a à peu près 20% de faux négatifs. On sait que les faux négatifs ne sont pas liés à la sensibilité du test, ça a été étudié, mais plutôt liés à un défaut de technicité de prélèvement. C'est-à-dire que si on n'a pas fait les deux narines, si on n'a pas recueilli assez de sécrétion, ou si on n'est pas remonté tout en haut de la fosse nasale. Donc le faux négatif est plutôt imputable à cela. Donc quand le prélèvement salivaire va arriver, et je sais que ça va arriver prochainement, il y aura déjà moins de problèmes de technicité parce qu'un prélèvement salivaire dans la cavité buccale, ça fait pas mal, c'est indolore et il n'y a pas besoin d'avoir une technique imparable, quoi. Ça fonctionne très bien. Ces faux négatifs, on peut aussi les modéliser pour justement réduire l'écart. Oui, les faux négatifs, on peut les modéliser. Je sais que c'est en cours. Voilà, je sais qu'il y a un comité qui est en train effectivement localement avec plusieurs scientifiques qui est en train effectivement d'essayer de modéliser ça. Après ce sont des chiffres, les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut effectivement, mais en tout cas c'est une contribution, nous ça va effectivement nous servir et puis il faut bien que quelque chose se fasse. Donc,
Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour les rendez-vous santé du docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour. On parle de cette situation du Covid, des différents tests. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de présentations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces différents tests? Il y a les tests salivaires, les tests... ils sont nombreux finalement. Oui, alors le plus connu maintenant et le plus utilisé, c'est la fameuse PCR, le prélèvement nasopharyngé avec un petit écouvillon, avec un petit coton-tige, qui est maintenant généralisé, contrairement à ce qui avait été fait au début où il était réservé aux personnes à risque, aux personnels soignants, mais nous avons les quantités suffisantes, donc il est généralisé. C'est celui qui fonctionne le mieux parce qu'il y a une sensibilité, une spécificité qui est proche de 80%. Mais par contre il y a 20% de faux négatifs, c'est-à-dire qu'il y a 20% des cas où on peut passer à côté. Alors plusieurs raisons, soit parce que le prélèvement est mal fait, effectivement c'est pas forcément agréable d'avoir un coton-tige, donc il faut bien remonter sur la fosse nasale, ou soit parce que ça a été fait trop tôt ou trop tard en fonction de la période du virus. On sait qu'il est en principe positif le premier jour des symptômes, mais il peut rester positif jusqu'au 5e jour après le début de l'apparition des symptômes. Dans le même principe, il y aura certainement dans le futur, mais ce n'est qu'une hypothèse, mais en tout cas ça a commencé à exister, c'est la même technique mais sur un prélèvement salivaire. Donc là ce sera un prélèvement qui sera beaucoup plus facile à faire, qui est moins douloureux et qui permettra certainement de gommer les 20% de faux négatifs du fait de la technicité qui est relativement simple. Donc ça, ce sont les tests pour diagnostiquer la pathologie, pour savoir si on a le Covid et si on est contagieux ou pas. Et là, depuis effectivement quelques jours, on a la fameuse sérologie Covid-19, comme on peut avoir la sérologie pour la mononucléose, pour le VIH ou pour les hépatites. Donc c'est un prélèvement sanguin réalisé par une infirmière au pli du coude, avec donc le prélèvement qui est inséré dans un automate et qui permet de mettre en évidence les anticorps, c'est-à-dire savoir si on a eu la pathologie ou pas. Donc en gros, ça correspond à une cicatrice de la maladie. Donc ça ne permet pas de dire si on est contagieux, contrairement à la PCR, mais ça permet de dire si on a eu le Covid-19 ou pas. Il y a des études qui sont sorties qui sembleraient mettre en évidence que les anticorps sont maintenus au moins jusqu'au 40e jour après le début des symptômes. Donc on serait protégé visiblement pendant au moins 40 jours. Donc ces fameux tests, ils arrivent, ils sont déjà là. Pour les personnels soignants, ils sont déjà là. Exactement, la sérologie est arrivée pour le personnel soignant depuis quelques jours et je pense qu'elle va tendre à se généraliser au fur et à mesure de la production massive des tests. Ça permettra de mesurer l'immunité de la personne et de son entourage peut-être? Exactement, c'est le but. Le but, c'est de savoir si on a eu la pathologie. Ce n'est pas de savoir si on est contagieux, mais de savoir si on l'a eu et du coup si on est immunisé. Donc, fort à parier qu'on retrouvera certainement un nombre un peu plus important que ce qu'on pourrait penser, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de patients qui sont porteurs asymptomatiques, donc qui n'auront pas forcément fait la PCR parce qu'ils n'avaient pas de symptômes, mais si on fait la sérologie, certainement qu'ils auront été immunisés. Donc, si on est immunisé, on a quoi? Beaucoup d'anticorps, pas beaucoup d'anticorps? Quelle est l'interprétation de ces tests? Alors l'interprétation, alors il y a deux types d'anticorps. Il y a les anticorps IgM qui témoignent souvent d'une infection récente, donc de quelques jours à peut-être 1-2 semaines, et puis les IgG qui sont témoins d'une infection plus ancienne et qui sont témoins donc de la cicatrice. Donc il y aura un seuil qui sera défini par l'automate, un seuil d'anticorps au-dessus duquel on est effectivement protégé. Qui peut faire ces tests? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est le médecin qui va les prescrire? Est-ce qu'on peut y aller de soi-même? Alors, la PCR, c'est prescrit par le médecin traitant, c'est généralisé à toute la population, soignants, pas soignants, personnes fragiles, pas personnes fragiles, dès lors que vous êtes symptomatique. La sérologie, c'est réservé pour l'instant au personnel soignant, mais lorsque ce sera généralisé, il faudra effectivement consulter chez le médecin, son médecin traitant, pour avoir une ordonnance pour assurer la prise en charge. Est-ce que ça peut être utile, justement, vous, en tant que médecin? Est-ce que vous seriez pour une généralisation de cette sérologie? Oui, bien sûr, parce que ça permettra effectivement de mettre en évidence cette fameuse immunité collective et de savoir véritablement où est-ce qu'on en est. Ça permettra de tester tout le monde, ceux qui ont été symptomatiques et puis ceux qui n'ont pas été symptomatiques, et d'y voir un peu plus clair dans le taux d'immunité de la population. Il y a d'autres tests qui arrivent, vous disiez des tests rapides sur le bout du doigt, un peu comme quand on mesure le sucre? Oui, il y a d'autres tests qui sont aussi en cours d'étude, qui vont certainement arriver, ce qu'on appelle les quick tests, qui sont des tests rapides, donc qui donnent une réponse rapide, que le patient peut se faire tout seul. Hein. C'est un peu l'équivalent d'une surveillance glycémique avec une lancette et un dextro pour mesurer sa glycémie au bout du doigt. Il y sera peut-être un peu moins sensible, un peu moins spécifique, parce qu'il faut déjà que le prélèvement soit bien fait. Et puis en fonction de la quantité de sang que vous avez et donc du nombre de globules rouges dans cette quantité de sang, il peut diluer un peu le prélèvement et fausser forcément les résultats.
puis, il y aurait peut-être un autre problème, c'est que si c'est le patient qui fait son prélèvement tout seul, il faut quand même qu'il assure la remontée des résultats et qu'on puisse recueillir ce résultat, qu'il ne soit pas perdu dans la nature. Oui, donc le patient qui fait ce test, il faut qu'il puisse savoir l'interpréter, d'une part, même si la réponse c'est un peu L'interprétation oui ou non. sera facile, effectivement. Et puis après, il faut l'assumer aussi, cette réponse. Il faut assumer la réponse, il faut la faire remonter. Bon, certainement, le protocole n'est pas encore mis en place, c'est même pas sur le marché, mais la faire remonter au médecin traitant. Il ne faut pas que le test soit perdu dans la nature, effectivement, parce qu'auquel cas, ça n'a aucune utilité. Et puisqu'on en est, avant de terminer, à tous ces tests et tout, l'appli Covid. L'appli Covid, le fameux Stop Covid, oui, pourquoi pas. Je pense que de toute manière sur nos téléphones portables on est déjà géolocalisé pour plein d'applications. Visiblement les données seront collectées, mais ce sera a priori de manière anonyme de ce qu'on nous a laissé entendre dire. Je pense que sur le concept, moi ça me pose pas trop de problème de recevoir un petit message qui me dit que potentiellement dans l'entourage ou dans le circuit que j'ai pu parcourir dans les 15 minutes, il y a eu un patient positif. Donc s'il y a vraiment un anonymat qui est respecté, ça me pose pas de soucis. Je trouve que c'est un moyen comme un autre effectivement d'avertir la population, de prendre un peu les mesures nécessaires. Et puis oui, comme on le disait, bon, le problème de la géolocalisation, c'est un faux débat parce qu'il faut pas qu'on soit d'accord que quand ça arrange, que quand c'est pour une application, pour autre chose qui a trait à la santé, quoi. Et c'est déjà le cas sur les téléphones, toutes nos applications nous géolocalisent, donc en soi, ça me dérange pas. On disait en début de semaine dernière que finalement, quand ce virus est arrivé, vous étiez un peu livré à vous-même, il a fallu trouver des solutions. Aujourd'hui, ces outils qui arrivent, même s'ils ne sont pas à disposition de tout le monde, c'est quand même un apport important quand on est médecin. Oui, c'est un apport important parce que déjà ça assure notre sécurité, parce que ça permet de travailler dans des bonnes conditions, donc c'est toujours rassurant, c'est toujours réconfortant. Bon, d'autant plus, voilà, il semblerait qu'on tire sur la fin de l'épidémie, donc voilà, on se dit que voilà, on a les outils nécessaires au cas où ça repartirait, et il faut se tenir prêt pour éventuellement des nouveaux cas peut-être pendant l'été, même des cas importés, et puis voir un peu ce qui se passera à l'automne, sous réserve de l'arrivée d'un vaccin ou de la mise en évidence d'un traitement efficace. Merci beaucoup, Dr Carly. Merci à demain. À demain. Votre rendez-vous santé sur Alta Frequenza avec le docteur Laurent Carlini et ses invités pour décrypter l'actualité santé d'aujourd'hui et de demain à 10h45 et 18h45 sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue, le rendez-vous santé du docteur Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. Le Covid-19 et toutes ses conséquences, ces soignants qui étaient applaudis tous les soirs aux fenêtres, le gouvernement qui rendait hommage aux soignants. Mais aujourd'hui, est-ce que vous attendez plus à cette fameuse prime qui va être délivrée? On a entendu bon nombre de vos confrères dire, enfin, on n'est pas là pour demander l'aumône, on est là pour avoir des conditions de travail décentes finalement. Oui, exactement, parce qu'on a pu constater que la politique du gouvernement, mais ça c'est déjà depuis plusieurs années, ça a été la fermeture des lits, ça a été la T2A, cette fameuse facturation qui a fait que l'hôpital a été un peu géré et considéré comme une entreprise. Mais bon, l'hôpital c'est tout sauf une entreprise. Donc effectivement, oui, la prime, c'est pas la prime pour la prime, c'est pas le... mais je pense que voilà, nous ce qu'on attend c'est des conditions de travail, c'est des médecins en plus, c'est des infirmières en plus, c'est une revalorisation des salaires, et là je pense notamment aussi aux équipes paramédicales, aux infirmiers, aux infirmières, et puis c'est des lits d'hospitalisation en plus. Voilà, on a pu voir, cette crise aura au moins servi à ça, de mettre un peu en exergue les problèmes de place d'hospitalisation. On était confronté à gérer une épidémie, donc un afflux massif de patients en même temps, et la politique des dernières années était de fermer des lits, donc on a vu qu'il manquait des lits. Donc on a dû créer des hôpitaux de campagne, on a dû évacuer des patients en train, on a dû trouver un peu des stratagèmes pour pallier à ce manque. Donc il va falloir effectivement revoir un peu les choses, et ça aura... S'il y a bien un côté positif à cette crise, c'était de mettre un peu en valeur toutes les revendications qu'on faisait déjà depuis un certain temps. Hein. On a vu que par exemple en Allemagne, il y a eu moins de soucis, moins de décès, justement parce qu'ils avaient une capacité hospitalière, parce qu'ils avaient une autre politique hospitalière aussi. Tout à fait. Je pense qu'il y a une différence de vision et de prise en compte de la santé dans les pays de l'Union européenne, et notamment en Allemagne, hein, où le système de santé quand même... Alors, on a un système de santé, il ne faut pas dire non plus, voilà, qui est quand même plutôt solide. Il y a la sécurité sociale qui marche bien, parce qu'on peut aussi regarder de l'autre côté de l'Atlantique, où la situation est un peu plus compliquée. On a vu des patients, des gens qui ont été au chômage. On sait que les assurances sont payées par les employeurs, et étant au chômage, n'avaient plus d'assurance privée, n'ont pas
plus soigné. Et donc c'est le pays qui souffre le plus et qui paye le plus lourd bilan. Mais oui, en Allemagne, effectivement, pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné, parce que surtout, la capacité d'hospitalisation, que ce soit hors réanimation ou en réanimation, elle est beaucoup plus importante. Donc il y avait moins ce problème de logistique qui s'est posé. Est-ce que vous êtes optimiste justement pour ce changement de cap, ce changement de braquet par rapport à l'hôpital ? Oui, il faut rester optimiste, il ne faut pas tout voir en noir. Et voilà, encore une fois, je pense que je dirais la vérité un peu éclatée aux yeux du grand public. Pour le coup, ça a été très médiatisé. Et puis là, on pourra pas trouver d'excuses. Les faits sont là. On a vu la manière dont ça s'est passé. On a vu les difficultés auxquelles nous avons tous été confrontés. On a vu malgré tout, malgré la situation un peu désespérée des hôpitaux, que finalement le système a plutôt bien tenu. Qui aurait pu croire que malgré les difficultés, on résiste aussi bien. Donc comme quoi, il y a un bon niveau de santé en France globalement. Il y a un bon niveau de santé en France, il y a eu un très bon niveau de santé en Corse, ça a été démontré aussi, avec des équipes, on va le redire, mais qui ont été solidaires, et ça c'est important. Tout ce qui a été gagné, tous les cas guéris ont été gagnés justement avec cette solidarité. Exactement, comme je le disais, il y a une solidarité qui s'est créée et là encore une fois, il n'y a pas eu besoin d'aller chercher les équipes, elles se sont un peu proposées spontanément, tout le monde a annulé ses vacances, tout le monde a pris du temps de travail en plus, des gardes en plus. Nous à l'hôpital on a eu une ligne de garde en plus, donc il était beaucoup plus de médecins par garde, et chacun à sa manière a apporté sa pierre à l'édifice, chacun a contribué à faire que ça se passe comme ça s'est passé. Et encore une fois, il y a eu une anticipation. Voilà, on n'a pas attendu de directives, on n'a pas forcément attendu qu'on nous prenne par la main. Et je pense que dans une guerre, il faut anticiper les choses. Il y a eu des internes aussi qui ont voulu rejoindre les équipes en Corse pour prêter main forte. Il y a des internes, effectivement, des internes marseillais qui ont eu l'autorisation de venir nous rejoindre, des internes aussi qui se trouvaient dans les cabinets, comme le nôtre par exemple, qui ont prêté main forte à l'hôpital et qui sont venus en renfort. Je sais que ça a été aussi le cas à Bastia, il y en a qui ont joué le jeu de la régulation. Donc tout le monde a été mis à contribution, tout le monde s'est senti investi de cette mission, et finalement c'est ce qui a fait le plus plaisir dans cette crise. Merci beaucoup, Laurent Carlini. Merci, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, le rendez-vous santé du docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. On va parler pour cette dernière émission de la semaine, la fameuse stratégie de dépistage. Alors, on l'évoquait un peu hors micro, le tracking, que certains assimilent à du puçage. Enfin, ça a été quand même, ça a fait l'objet quand même d'un débat. Vous, quel est votre sentiment ? Le sentiment, alors le tracking, pour expliquer, en fait, il faudra dépister et traiter le patient qui est symptomatique et qui est positif, ça va de soi, et puis il faudra ensuite remonter l'historique de tous les cas contacts. Donc sur cet historique, il y a 2 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est celui de la cellule familiale, donc ce sont les individus qui habitent avec le patient source. En soi, ça pose pas de problème, d'autant plus que souvent le médecin traitant de toute une famille, et qu'il y a moins de soucis de confidentialité. Donc OK pour la première étape. La deuxième étape, ça sera effectivement de remonter l'historique de l'environnement professionnel, de l'environnement amical, 72 heures avant le début des premiers symptômes et jusqu'à 5 jours après le début des symptômes, avec effectivement le consentement du patient source. Et donc le patient peut ne pas être d'accord. Et donc là, ça effectivement soulève le problème du secret médical, c'est que déjà ça nous oblige à donner le nom du patient. Et si le patient n'est pas consentant, que fait-on ? Ça c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est la charge de travail que ça incombe, c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire monstrueux avec beaucoup de questions. Donc quand vous savez qu'il y a un patient source peut être en contact avec au maximum 20 patients, ça fait beaucoup de questionnaires, ça fait beaucoup de temps pour remplir ce questionnaire, ça nous demande de nous consacrer beaucoup de temps à remonter l'historique, et voilà, je veux dire, notre activité première, effectivement, c'est pas forcément celle-ci. Donc cette étape, on peut la court-circuiter en faisant appel à la caisse primaire, puisqu'il y a le site amélie.fr, il y aura un onglet dédié, on peut rentrer les coordonnées effectivement du patient source, et puis la caisse s'occupera ensuite de remonter un petit peu l'historique. Après, ça c'est sur le papier. En pratique, dépister et isoler les cas contacts positifs, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. De toute manière, ça c'est un secret pour personne.
Au début, on a eu des restrictions sur les tests. Il fallait tester les personnes sensibles, les personnes fragiles, les personnes âgées, les femmes enceintes, c'est très bien, mais du fait du manque de tests, on ne pouvait pas dépister tout le monde. Donc là, effectivement, la méthode est la bonne. Mais il y a voilà, cette espèce d'un point de vue éthique, de puçage qui est un petit peu, alors vous me direz, sur nos smartphones maintenant, on est de manière un peu déguisée, de manière un peu indirecte, on est tous un peu pucés, traqués, géolocalisés. Il y a beaucoup d'applications qui demandent d'ailleurs si on est d'accord pour le faire. Donc bon, c'est un peu un secret de polichinelle, quoi. D'un point de vue éthique, donc vous dites finalement. D'un point de vue éthique, pour nous médecins traitants, ça nous pose un peu souci. Ça nous pose un peu souci parce qu'il faudra absolument l'aval du patient source, puis parce que aussi, même d'un point de vue confraternalité, vous ne serez pas forcément le médecin traitant de votre collègue de travail. Donc ça nous demande aussi de passer un peu outre l'activité du médecin traitant auquel est relié le patient. Il vaut mieux peut-être compter sur, on va dire, la personne qui contacte lui-même, qui nous, demande... c'est ce qui s'est passé finalement. Les patients sont très responsables et nous, on a pu voir en mars, en avril, des patients positifs qui se sont un peu, entre guillemets, je dis pas dénoncés, entre guillemets, un petit peu dénoncés, qui sont allés voir les proches qui avaient été en contact, et ça a bien fonctionné naturellement, sans se poser la question d'avoir une application un peu réglementaire et un peu donner l'impression d'être un peu effectivement pucé, quoi. On va terminer cette semaine en parlant de ce que va être votre vie maintenant. Donc la maison médicale de garde, pour l'instant, elle est toujours en stand-by et vous oscillez entre le cabinet et les urgences comme certains de vos confrères. Oui, toujours. Bon, l'activité de la maison médicale, moi je vais scruter aux urgences la reprise de l'évolution de l'activité et puis quand il nous semblera opportun de reprendre, on reprendra. Puis les locaux sont aussi occupés pour l'instant par la réanimation, donc là ça se discute même pas, c'est place à eux évidemment. Et puis oui, continue le cabinet, continue l'hôpital, donc là peut-être un peu moins sur l'hôpital qu'au mois de mars et au mois d'avril, puisque le cabinet était plus calme, je m'étais un peu plus déporté sur l'hôpital. On va reprendre une activité un peu plus classique. Aux urgences, ça reprend déjà d'ailleurs, hein. On revoit des patients qu'on n'avait plus revus, on reprend un petit peu la vie normale, les infarctus, les accidents de la voie publique, même la fréquentation commence à augmenter aussi, et les patients sont plus rassurés, et c'est très bien aussi. Et puis on va terminer cette émission en faisant un coucou, un grand coucou même, au docteur François Pernin, qui a été dans cette lutte du Covid et qui justement a eu quelques complications. Exactement, voilà, qui a été indispensable à la prise en charge, qui a pris de son temps et de son repos mérité pour revenir, donc oui, non, c'est respect. Respect. Voilà, merci beaucoup. Merci et à vous. bientôt. À bientôt.